c'est quelqu'un que je connais bien. On a des débats, quand il était journaliste, on en a fait un nombre incalculable. Je le prenais pour un journaliste qui était au fond un loup solitaire. Mhm. Bon, le loup solitaire, il est en train de fabriquer une armée. Le gaullisme clarifiait un fond d'antiparlementarisme mais aussi un fond de lyrisme hugolien. Des fantômes enchaînés, des glaives rouillés et des ruines dans une nuit sans ombre. C'est l'ombre d'une silhouette démesurée surmontée d'un képi, une voix cassée récitant un psaume. C'est une récusation shakespearienne de Hegel. De Gaulle défie l'histoire du haut de sa solitude, ses corneilles bondissant sur l'estrade pour tenir le rôle héroïque d'un drame écrit de sa propre main. Puis, c'est 20 ans après, De Gaulle étant à la fois Alexandre Dumas père, la reine et Mazarin. C'est beau comme une période de Retz, une chute de Chateaubriand, un passé croisé d'André Boniface. Pénétré de l'insignifiance des choses, De Gaulle brasse les siècles, ramasse les formules et les intègre à son imaginaire. Mitterrand était un écrivain qui se dédoublait en permanence. L'esthète observait l'auteur. Même à l'Élysée, même aux portes de la mort, il tenait un rôle, tout en assistant à son propre spectacle, avec la délectation de l'amateur éclairé. C'était un monarque désenchanté qui se riait en aphorismes chardonniens. Les vérités sépia de feu la République des maîtres d'école. Perdre sans oublier de jouir, son côté abbé de cour sous Louis XV. Gagner sans oublier que la politique est un jeu littéraire. Mitterrand savait-il que sa création s'organisait dans un climat de châterie florentine? Narcisse avait sa cour, il se mirait dedans. Il remossait son moi en achevant l'histoire stendhalienne d'un Rastignac de Jarnac qui eut à raisonner la capitale. La droite n'a rien vu venir, ni compris comment un Florentin de la 4e, mal barré en 58, mal barré en 68, négligé par De Gaulle, dominé par Pompidou qui les a affrontés en 68, qui l'imita en 80 avec la force tranquille, comment un politicien armé d'une rhétorique d'avocat désuète au possible a su incarner la génération du baby-boom. Alain Minc, bonsoir. Première question, un peu provocatrice, avant de parler de votre livre sur le président. Êtes-vous un courtisan ou un courtisé? D'abord, je voudrais réagir à votre pastiche. Oui. Vous êtes assez doué là pour le pastiche. La seule chose qui m'a étonné, c'est que vous connaissez André Boniface. Ah, ben j'aime le rugby. Oui, ça a rattrapé tout le reste. Le reste, c'était très mauvais? Non, c'était un pastiche, en effet, sympathique. Mais André Boniface, qu'un type de votre âge connaisse André Boniface, alors ça, c'est une C'est parce que j'aimais Denis Tignac qui en parlait beaucoup et qui était un ami. Voilà, donc votre question, c'est quoi, courtisan? Êtes-vous un courtisan ou un courtisé? Ni l'un ni l'autre. Un courtisan suppose d'aspirer à quelque chose dans sa relation au puissant, ce qui n'a jamais été mon cas. Et un courtisé, si ça a été le cas, j'ai jamais remarqué. Alors maintenant on va parler des présidents. Vous dites l'histoire de France a connu 3 anomalies chromosomiques. Jeanne d'Arc, Bonaparte et De Gaulle. Mais l'ambition de Napoléon était moindre que celle de Gaulle. De Gaulle était, comme Jeanne d'Arc, était transcendé par la foi en leur projet. Et Napoléon avait la conviction d'être élu par le destin, mais il avait une ambition moindre. Oui, je pense. Au fond, le ressort de Napoléon, c'était Napoléon. Voilà. D'une certaine manière, Jeanne d'Arc, on connaît un peu moins quand même que... on ne connaît De Gaulle, mais on ne peut pas nier à De Gaulle le fait que le ressort de De Gaulle, c'était cette allégorie qu'il appelait la France. Et alors, on va parler du général De Gaulle. Oui, De Gaulle, c'était un personnage de contraire et de contradiction. Tout devait le pousser à l'impuissance, mais en même temps, il était le moteur de l'action. Et vous dites qu'il était en quelque sorte traversé par la dialectique hegelienne qui fait le mouvement de l'histoire. Et De Gaulle, on va voir aussi dans ces périodes comment il a eu des périodes de déprime. De Gaulle est un personnage transcendé, traversé de contradictions, de paradoxes. Écoutez, lisez le dernier bouquin de Gisbert. Qu'on a reçu, qui est un ami. Qui vous fera apparaître, en plus, De Gaulle dans son côté à la fois génial et petit. C'est-à-dire, et ça, c'est en ça, il est le premier. Il y a 2 personnes qui ont osé écorner un peu le mythe
c'est Éric Roussel, dans son excellente biographie, qui parle des moments de folie de Gaulle. Il y en a eu. Par exemple, quand il a voulu, dans un geste de rage, transférer le siège de la France libre à Moscou, ce qui est quand même une conception des rapports de force surprenante. Et Gisbert, qui met le projecteur, sans rien enlever à la grandeur surréaliste du personnage, sur un art exceptionnel de la petitesse, voire du coup bas. Et il y a les contradictions de Gaulle, c'est-à-dire il avait un côté nihiliste, il citait Nietzsche qui disait « rien ne vaut rien, il ne se passe rien, et cependant tout arrive et cela est indifférent », et en même temps était transcendé par une foi quasi religieuse qui est totalement anti-nietzschienne, encore une contradiction de Gaulle. Oui, si vous voulez, mais moi je le définis plutôt comme un personnage surréaliste, c'est-à-dire dont les références sont en dehors de l'univers naturel. Et je cite, je crois, dans le bouquin, une phrase qui exprime ce côté surréaliste, c'est quand il dit « On édifiera une grande croix de Lorraine au-dessus de Colombey des deux églises ». Bon, d'accord, on pouvait le prévoir, mais il ajoute « Elle appellera les lapins à la résistance ». Très drôle. Et ça, c'est quand même une distance à soi-même, une manière d'être avec une double focale très inattendue. Et il y avait aussi le côté, un pétri de culture hyper traditionnaliste et le plus intransigeant des républicains. Encore une contradiction, encore un paradoxe. Oui, enfin, on ne peut pas non plus considérer que le fait d'avoir eu une culture de droite légèrement maurassienne devait faire de vous nécessairement un maurassien. C'est le filleul de Pétain, je crois, non Non, c'est pas le filleul. Non, c'est pas le filleul de Pétain du tout. Pétain a été son chef de corps, oui. Et c'est le dédicataire d'un de ses livres, d'ailleurs, qui a été l'objet de la rupture entre eux. Donc il ne faut pas non plus, je trouve, entrer dans cette espèce de fantasmagorie qu'au fond, les mots que vous employez, c'est d'ailleurs plus un personnage nietzschéen qu'hegelien. C'est-à-dire que, au fond, d'une certaine manière, il croit aux Übermensch et aux Untermensch. Il se plaçait plutôt du côté des Übermensch que du côté des Untermensch. Et vous avez aussi une volonté d'acier, et en même temps, un côté cyclotimique, dépressif. De Gaulle a traversé des périodes très dures. Après l'expédition à Dakar en 1940, il y avait la tentation du suicide. C'est ce qu'il dit, mais Ouais. c'est évident. Il faut dire que l'échec était quand même massif. Vous avez une formule très belle, vous dites « Le général avance par sa négation. Il nie tantôt le pessimisme intégral et tantôt sa volonté de faire. Il avance en niant. » Oui, il avance en refusant des circonstances, oui. Mais bon, c'est vrai que c'est un personnage d'une autre époque, dont le ressort est tellement différent du monde contemporain. À cet égard, bon, lui et Churchill sont à leur manière des jumeaux, mais le plus grand des deux, c'est Churchill. Alors maintenant, on va parler de Pompidou. Vous ne voulez pas parler de Churchill parce que c'est pas un personnage français? Non, on va faire les présidents. Alors, on va parler de Pompidou. Et vous demandez un jour à Burin-Desrosiers comment les gaullistes ont pu amener Pompidou, qui est un personnage qui n'a pas fait des grands actes de bravoure pendant la guerre, qui n'a pas été... C'est un understatement. Voilà, mais qui n'a pas été résistant, qui n'a pas été dans les maquis. Et on répond cette phrase géniale: il était tellement plus intelligent que nous, cela relevait de l'évidence. Oui, absolument. Je trouve que c'est une phrase qui répondait sublimement bien à la question à la fois irénique et sincère que je lui avais posée. Et là aussi, il y a du paradoxe, parce qu'il fait élire en 68 une assemblée qui est la plus réacte jamais élue depuis 1815, et en même temps, il fait les grands gestes architecturaux qu'on lui reprochera, la tour Montparnasse, Beaubourg... Le vrai geste architectural, celui qui l'engage, c'est évidemment le centre Pompidou. Voilà. La tour Montparnasse, c'est... disons, l'urbanisme l'urbanisme de l'époque. Mais la largeur du compas de Pompidou, elle apparaît dès qu'il est nommé à Matignon en 62, puisqu'il accroche dans son bureau une toile de soulage. Ah oui. Mettre un soulage en 62, c'est autrement plus audacieux que mettre un soulage dans son bureau à Matignon en 2022.
Et comment on explique qu'il avait écrit une anthologie de la poésie française? Il y avait un certain nombre de goûts de la tradition, une culture classique, il était agrégé de grammaire, si je ne me trompe, et en même temps, vraiment un goût de l'art contemporain. Il a lancé énormément d'artistes contemporains, il a fait des recherches architecturaux, il était extrêmement moderne, c'est peut-être le plus moderne de nos présidents. Je suis silencieux parce que je réfléchis, je passe très vite les autres au spectre de l'art contemporain. Oui, de très loin, évidemment. Mais on ne peut pas non plus considérer qu'il est interdit à un lettré classique d'avoir des éclairs lumineux, y compris en matière architecturale. C'est-à-dire, c'est l'adorateur de Chardin, qui est Mitterrand, qui décide de la pyramide du Louvre. On va en parler, ça. Oui, oui, mais là aussi, c'est un compas quand même extraordinairement large. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, mais je n'ai pas la réponse à cela. Pourquoi des gens qui ont des goûts très classiques en littérature ont des goûts assez audacieux en matière architecturale? Peut-être parce qu'on revendique toujours ce qu'on n'est pas. J'ai remarqué que les gens, par exemple, qui défendaient dans des livres, je ne sais pas, une sorte de tradition, étaient ceux qui parfois avaient les mœurs les plus débridées. Vous voyez, on revendique toujours l'inverse de ce qu'on est. Je vois que vous avez un vade-mecum de vieil homme d'expérience pour le jeune homme que vous êtes. Je m'en réjouis. J'ai 80 ans dans ma tête. Alors, pardon. À propos de Pompidou, propulsé par le général de Gaulle, parce qu'il était prof Henri IV, en fait, comme moi, j'étais Henri IV. Et les relations auraient voulu qu'il colle de Gaulle avec aveuglement, qu'il soit le petit chien de Gaulle. Or, pas du tout. Il a multiplié les pas de côté. Par exemple, il donnait des leçons de macroéconomie à De Gaulle. Il lui a reproché plein de choses en diplomatie, alors que la diplomatie, c'était la chasse gardée du général de Gaulle. Donc, il était rebelle d'une certaine façon. Il osait, il était réfractaire. Il n'était pas rebelle, il était authentique. C'est-à-dire, c'est un type qui... D'ailleurs, tout se joue même au début, quand il met, un mois après avoir été nommé, sa démission en balance pour éviter l'exécution de Salan. Et ce à quoi De Gaulle finit par se plier, mais en lui donnant une explication d'un cynisme incontestable et très juste, qui est de dire les inconvénients de votre démission étaient plus grands que les inconvénients en l'occurrence, de ne pas exécuter Salan. Bon, voilà ce que c'est que l'art de la politique, c'est de savoir peser les inconvénients. Alors, on ne va pas faire du droit constit, même si on a tous fait, mais il a aussi entériné les institutions françaises. C'est-à-dire qu'il a transformé le Premier ministre en collaborateur. Avant, De Gaulle était le seul maître en politique étrangère et en défense, et Pompidou a élargi, en quelque sorte, ça. C'est pas tout à fait vrai, ce que vous dites. C'est pas tout à fait vrai. Quand vous lisez les notes, lettres et carnets qu'Alain Pompidou a publiés de son père, qui sont extrêmement intéressants, figurent des lettres de Georges Pompidou au général de Gaulle, qui sont une extrême mise en cause de sa politique, sauf qu'il le faisait dans l'intimité de leur dialogue singulier. C'est pas du tout la définition. On ne peut pas dire d'un type de l'épaisseur de Pompidou qu'il était un collaborateur. C'est pas exact. Mais est-ce que son rôle n'est pas né plus de la pratique du pouvoir que des institutions? On peut, oui, on peut le dire dans ce sens, et on peut aussi le dire à l'envers. Les institutions, chacun le sait bien que c'est une pâte molle dont on fait un certain nombre de choses. Par exemple, il y a un verrou dans les institutions de la Ve République qui est que le président de la République nomme le Premier ministre, mais il ne peut pas mettre fin à ses fonctions. Non, mais alors, ça joue en cas de cohabitation, puisque ça rend le Premier ministre indéboulonnable, mais ça pourrait jouer, ça n'a jamais joué, en cas de pouvoir vertical, parce qu'un Premier ministre pourrait se rebeller et dire non, vous ne me virez pas, je ne vous remets pas ma démission, suscitez, si vous le voulez, une motion de censure. C'est d'ailleurs une clause des institutions à laquelle il faudrait songer sérieusement. Supposez une seconde que par malheur, Madame Le Pen soit élue. Je pense qu'il serait de bonne loi dans ce cas-là, cet épouvantable cas, que le Premier ministre ne démissionnât pas.
car c'est une tradition républicaine qui fait que le Premier ministre, au moment de l'élection présidentielle ou de la réélection, remet son mandat dans les mains du chef de l'État. Mais il n'y est absolument pas obligé. Et donc un Premier ministre pourrait très bien dire à Madame Le Pen élue, très bien, le Parlement va être désigné début juin. Évidemment, si une motion de censure est votée, je démissionnerai. D'ailleurs, ça c'est même pas un choix, c'est une obligation. Et donc c'est une clause des institutions qui pourrait, dans certaines circonstances dramatiques, être un verrou important. Alors, vous anticipez ma question suivante, c'est même peut-être pas la peine que je la pose, mais j'allais vous demander à quel point les pratiques ou les coutumes constitutionnelles l'emportent parfois sur le texte de la Constitution. Existe-t-il, en quelque sorte, un droit constitutionnel en dehors de la Constitution ? Non, il existe une pratique, à l'évidence, mais il y a des circonstances où on peut être totalement légitime à revenir à la lettre du texte, nonobstant la pratique. Ce qui fait foi, c'est le texte, c'est pas la pratique. Alors maintenant, on va avancer, on va parler de François Mitterrand, et je voulais reprendre ce que disait Denis Tignac, que j'aimais beaucoup, sur François Mitterrand. Il disait, il aimait les arbres, les camélias, les arbres de la féminité, les ocres de Venise, l'horreur du tutoiement, Ségalen, Gracq, Chardonne, Mauriac, Blondin, Brasillac, Morand, une sensibilité intimiste, un passéisme ombreux, la foi de Vézelay. Est-ce que Mitterrand n'était-il pas un homme de droite finalement ? Oui, bien sûr, il a toujours assumé. Il est culturellement un homme de droite. Il passait son temps à dire qu'il est plus rare de faire le trajet qui va de la droite vers la gauche que de la gauche vers la droite, ce qui est statistiquement exact. Donc bien sûr que c'était un homme de droite et il n'a jamais renié quoi que ce soit de son identité de droite. Et alors, pour dire un mot à propos de la francisque de Mitterrand, Jacques Lang, que j'ai reçu, m'a dit qu'on avait remis la francisque à Mitterrand parce que Mitterrand était résistant et que c'était pour cacher ses activités de résistance. Arrêtons, il y a des limites à ce que la dévotion permet de dire. Je ne défends pas Jacques Lang, il a été odieux. Ça a été un immense ministre de la Culture. Il a été odieux pendant l'émission, donc je ne le défends pas. C'est pas le sujet. Je crois, il faut quand même remettre les choses dans l'ordre. François Mitterrand entre dans la résistance au deuxième semestre 1943. C'est-à-dire qu'il rentre dans la résistance 6 mois après Maurice Couve de Murville, dont on ne peut pas dire que c'était un foudre de courage pour entrer dans la résistance. Donc on est quand même, en réalité, à moins d'1 an de la libération. Donc après, oui, ça a été un vrai résistant, et il a été en risque de sa vie, c'est exact. Mais c'est quand même une entrée plutôt tardive. C'est quand même la résistance, c'est quand même un univers. C'est comme où... au fond, la hiérarchie ou l'aristocratie, les quartiers de noblesse tiennent à la date d'entrée dans cette élite du courage. Moi, j'ai été frappé dans ma vie de voir à quel point, vous l'avez cité, Étienne Burin Desrosiers, rejoignant le général de Gaulle fin 40, au début 41, et son collègue Geoffroy de Courcelles, qui entre dans la France libre avant que la France libre n'existe, puisque c'est l'homme du 17 juin et pas du 18 avec De Gaulle, il fallait voir les deux hommes ensemble, la hiérarchie était limpide. Donc si on prend comme quartier de noblesse la date d'entrée ou dans la France libre ou dans la résistance, Mitterrand est un roturier de la résistance. D'ailleurs, il y a une chose assez amusante, c'est que Mitterrand sert à des gens d'extrême droite pour dire que des gens d'extrême droite ont été résistants, et il sert à des gens enfin, il sert. Je me perds dans mon truc. Oui, ça me perd des. Oui. Ce que je veux dire, c'est que certaines personnes d'extrême droite disent regardez, des gens d'extrême droite comme Mitterrand ont été résistants, et en même temps, certains disent des socialistes ont été collabos. Il est utilisé à mauvais escient par les deux. Non, mais de toute façon, il faut revenir à des faits simples. D'abord, c'est la Chambre du Front Populaire qui vote les pleins pouvoirs. Donc à part 80 députés. Donc ce sont pour une part nombre de députés de gauche qui donnent les pleins pouvoirs à Pétain. À l'inverse, il y a des résistants d'extrême droite qui l'ont été très tôt depuis le premier jour, comme le colonel Rémy. Cordier. Oui, mais je parle parmi les chefs. Cordier.
Cordier, c'est le jeune secrétaire de Moulin, c'est pas tout à fait la même chose, même si Cordier a eu un talent prodigieux pour se grandir sur les ruines, enfin sur le mythe Moulin. Moi, vous savez, vis-à-vis de la résistance, il y a deux écoles. Il y a l'école Moulin et l'école Brossolette. Moi, je pense que le grand homme des deux, c'était Brossolette. Je ne sais pas si vous avez lu cette lettre de 41 ou de 42 que Brossolette envoie au général de Gaulle. Je dis toujours la vérité aux gens que j'aime et à vous que j'aime et admire intensément. Je vais dire intensément la vérité et il le passe à tabac. Et on peut penser que le résultat, c'est que ce n'est pas lui que de Gaulle choisit comme délégué sur le territoire national, mais Jean Moulin, car au fond, un préfet garantit une obéissance plus sûre qu'un normalien, journaliste, orateur, original, orthogonal et exceptionnel. Mais c'est un grand paradoxe de l'histoire, parce que sur la conception de la France d'après-guerre, Brossolette était plus près que de Gaulle. Il était contre la résurrection des partis politiques. Mais néanmoins, de Gaulle, par empirisme et pour atténuer la violence de la querelle avec les Américains, choisit d'assurer la résurrection des partis et prend comme délégué en France quelqu'un qui était l'expression de la Troisième République. C'était l'ancien chef de cabinet de Pierre Cotte. Mais en fait, tout ceci nous éloigne. Alors, on revient à François Mitterrand. Vous dites, personne n'en sortait indemne. C'était impossible de ne pas être séduit et c'était inconcevable de ne pas être irrité. Et je ne sais plus qui disait que Mitterrand aimait voyait les gens un peu comme des mouches et aimait s'amuser comme des insectes. Il avait un côté entomologiste. Tous les détenteurs du pouvoir exécutif suprême regardent les hommes, et à commencer par leur ministre, à travers la plaque de verre d'un entomologiste regardant les papillons. Alors, il y a la cruauté des rapports de pouvoir. Vous dites par exemple, Mitterrand s'est joué de Rocard comme d'un chat et d'une souris. Le pouvoir, le plaisir sadique en prime. Oui. Ça a été terrible. Depuis le premier jour, Mitterrand a pensé qu'il lèverait l'hypothèque Rocard en quelques jours. Et comme il n'y arrivait pas, parce que Rocard est demeuré incroyablement populaire pendant 3 ans, à la fin du jeu, il a bien fallu que le chat donne un coup de patte dur à la souris. Alors, c'était pas comme ça qu'il envisageait les choses. Il pensait que Rocard s'effondrerait de lui-même. Alors, un personnage dont il faut peut-être redire du bien, parce qu'on l'a un peu oublié, c'est Pierre Mauroy. Vous dites que c'est une figure très sous-estimée. Moi, j'avais de l'amitié, mais un immense respect pour Pierre Mauroy. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a sauvé le septennat de François Mitterrand. Je veux dire, en 1983, quand la France est vraiment dans le ruisseau à la suite des mesures économiques de la dévaluation de 82, que se pose le problème de la sortie du système monétaire européen. Je ne sais pas conduire sur le verglas. Voilà, oui, c'est une phrase formidable. Mitterrand hésite et écoute beaucoup de sirènes, dont beaucoup après sont tombés soi-disant du côté de la rigueur, oubliant qu'ils avaient promu la sortie du système monétaire européen. Et après tout un ballet qui ressemble à une espèce de vaudeville, finalement, Mitterrand décide de demander à celui qui était pour la rigueur de sortir du système monétaire européen, c'est-à-dire l'anti-rigueur. Et Mauroy a cette phrase géniale, je ne sais pas conduire sur le verglas. Il avait tout compris des marchés. Par ailleurs, je veux dire, cet homme est quand même celui qui, alors que Laurent Fabius est allé, comme très souvent, dans le sens du vent, s'oppose à Fabius pour imposer la fermeture d'un certain nombre de hauts fourneaux sidérurgiques chez lui, dans le Nord. Lui qui avait dans son bureau une lampe de mineur par fidélité à la tradition et à la culture ouvrière. Donc c'était vraiment un type qui était l'incarnation rarissime en France de ce qu'était et ce qu'est encore la grande social-démocratie allemande. Alors, il y a une chose qu'on m'a racontée, mais je n'arrive même pas à croire, que Mitterrand vous avait dit que, main à la main, vous
vous étiez le Bousquet des années C'est pas qui 80. me l'a dit, il l'a écrit. Il l'a écrit? Mais c'est terrible, parce qu'en disant que vous étiez au confluent des affaires, Non, mais des médias et de la il a politique. exactement C'est d'une écrit. méchanceté terrible. Non, mais c'est pas ça qui est la méchanceté, c'est pas grave. C'est la perversité, c'est très intéressant. Il a écrit dans les mémoires orales qu'il a données à Georges-Marc Benamou, qu'il interroge sur Bousquet, il dit mais Bousquet, c'était l'Alain Minc de l'époque, il était au confluent des médias, de la politique et des affaires. Et que pour justifier son amitié avec Bousquet, il fasse une comparaison inconsciemment avec un juif, ça prouve ce que j'ai toujours pensé, c'est que Mitterrand, d'une certaine manière, avait parfois des pulsions antisémites. D'ailleurs, il y a cette fameuse conversation avec Jean d'Ormesson qui est rapportée, où il parle du lobby juif à Jean d'Ormesson. Oui. Donc, mais il fallait quand même le faire. Et pourquoi il est resté ami avec Bousquet jusqu'au bout? Je crois que c'était la fidélité, enfin, c'est le récit qu'a fait Jacques Attali, pas à votre antenne ou ailleurs, que Mitterrand l'emmène déjeuner quand il était dans l'opposition encore, et Attali, jeune techno, faisant des notes pour le chef de l'opposition, il l'emmène déjeuner avec toute une série de gens de l'époque, ses amis, dames, etc., dont Bousquet. Et après, en rentrant, il dit, vous saviez qui était cet homme? C'était Bousquet. Et Attali prétend, et je veux le croire, avoir eu la réponse, comment avez-vous pu me faire déjeuner avec Bousquet? Et il a répondu, tous ceux qui étaient présents à cette table seraient morts sans Bousquet. Et Bousquet, qui était un homme habile, avait à coup sûr utilisé la latitude d'action que lui donnaient ses fonctions pour sauver un certain nombre d'individus résistants, pas la résistance. Voilà. Alors par contre, il y avait aussi une Mitterrand merveilleux, vous dites, c'était du Rudy qui portait la conversation à une quasi-perfection artistique, qui ne s'intéressait pas tellement aux sciences humaines, à l'économie, à la philosophie, mais qui avait une telle connaissance de l'histoire et de la littérature que ça lui donnait une profondeur. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question plus actuelle, quand je pense à François Hollande, qui n'a pas du tout cette dimension, je crois que François Hollande, quand il dit j'aime l'iPhone, je pense pas qu'il ait une grande connaissance de la littérature classique. Non, il a une bonne connaissance de l'histoire. Oui, il est très fort de l'histoire, c'est très bon. Mais la littérature classique, je pense pas. Et Sarkozy, est-ce que vous pensez que ça manque aux hommes politiques actuels, cette connaissance qu'avait Mitterrand Je pense qu'Emmanuel Macron a une culture littéraire. Oui. Une culture littéraire, ai-je dit, mais pas de culture historique. Et je pense qu'un certain nombre d'erreurs qu'il a faites tenaient à son manque de culture historique. Comme quoi, par exemple? Le crime contre l'humanité, la colonisation, crime contre l'humanité, ça veut dire que vous ne savez pas ce qu'est le crime contre l'humanité, la tradition, d'où ça vient. Par exemple, une expression qu'il a utilisée, qui apparaît dans une dépêche de Reuter au moment de son voyage à Moscou, le mot émis, c'est le mot appeasement. Vous ne pouvez pas utiliser le mot appeasement si vous savez que l'appeasement, c'est la politique de Chamberlain partant à Munich. Donc, je ne suis pas sûr que... Enfin, vous savez, Macron est près de vous par l'âge, plus que de moi. Je n'ai que 24 ans. Hein. Il a 16 ans, 17 ans de plus que vous, seulement. Est-ce que vous appartenez à une génération où on a une culture historique? Pas vous, bien sûr, mais une culture historique profonde, j'en suis pas sûr. Et de ce point de vue, il est révélateur. Donc, en revanche, il a une culture littéraire classique, tout à fait incontestable, et philosophique aussi. Juste pour l'anecdote, on va passer ta vie sur ça. Mais je pense profondément que la culture historique est fondamentale pour faire de la politique, et qu'une grande partie des erreurs américaines sont des erreurs d'inculture. Prenez même le débat actuel sur l'Ukraine. Les Occidentaux n'ont jamais compris que le premier tsar est couronné à Kiev. Les Occidentaux n'ont jamais compris que l'indépendance de l'Ukraine, qui maintenant est un fait et que nous devons défendre mordicus, mais que l'indépendance de l'Ukraine a eu le même effet sur la Russie qu'aurait eu l'indépendance du duché de Bourgogne sur la France. Je ne dis pas la Corse, je dis le duché de Bourgogne. Bon, donc, et qui menait le bal dans les années 90, c'était les Américains. Donc la culture
profonde des Américains est souvent à l'origine de leurs très grandes erreurs historiques. Elle se mêle par exemple au fait qu'ils n'ont pas la culture et l'expérience des anciens colonisateurs que peuvent avoir les Anglais ou nous. Et leur stratégie au Moyen-Orient, le nation building, en Irak, l'illusion de croire qu'ils arriveraient à transformer l'Afghanistan. Ils auraient mieux fait de lire les mémoires de Lord Curzon. Ils auraient compris que l'Afghanistan est hors de portée d'une ambition pareille. Non, l'inculture, c'est assez ennuyeux quand on gère les affaires du monde, oui. Alors, juste pour anecdote, dernière phrase que vous avez avec le président François Mitterrand, vous êtes dans une cabine téléphonique et vous lui dites « Monsieur le Président, je n'ai plus de pièces ». Oui, absolument. C'est la fin de l'histoire. Chirac, il n'y a pas vraiment d'amitié avec Jacques Chirac. On a encore combien de temps? C'est à 30 minutes. On est à 30 minutes? Ah, on a encore... Non, Chirac, on a eu de bonnes relations qu'après qu'il ait quitté l'Élysée. Mais avant? Avant, non, pas du tout. D'ailleurs, dans son débat avec Jospin en 1995, mon nom apparaît, puisque j'avais voté Balladur au premier tour, et j'avais dit que je votais Jospin au deuxième tour. Et Jospin, lui, sort ça à Chirac, en disant « Même des gens de votre camp ne vous soutiennent pas ». Et Chirac dit à mon endroit, avec un geste dédaigneux de la main, « Celui-là, je vous le laisse ». Mais Chirac vous a toujours semblé faux, et c'est étonnant parce qu'il avait l'image de quelqu'un de très proche des gens, qui passait 8 heures au salon de l'agriculture, qui saluait des maçons. Quand vous êtes jeune, vous avez l'image du Chirac, père de la nation. Voilà. C'est ça. Mais la carrière de Chirac, c'est pas ça. Il y avait une part d'incroyable opportunisme dans sa démarche politique. Quand il laisse Marie-France Garot et Pierre Juillet lui dicter l'absurde, grotesque appel de Cochin. Alors oui, il a la jambe cassée et il est à Cochin sur un lit. Enfin, on ne signe pas n'importe quoi non plus. Quand il attaque la campagne de 95 avec une phrase qui montrait sa distance et son recul vis-à-vis des choses, vous serez étonné par ma démagogie. Ah ben ça oui, il nous a étonnés par sa démagogie. Donc il y a de ça chez Chirac. Bon, le type avait une personnalité, une espèce d'empathie sympathique en apparence. Moi, je crois, si vous voulez, que Chirac était un homme sympathique mais méchant en réalité. Comme le sont souvent les gens sympathiques. Comme peuvent être les gens sympathiques. Comme l'est François Hollande. François Hollande était un monarque débonnaire mais méchant, Ouais. alors que Sarkozy était un monarque colérique mais gentil. Et vous dites, Chirac, c'était la caricature, c'était l'homme politique classique, presque caricatural en quelque sorte. C'était la caricature de ce qu'on peut avoir comme dans l'imagerie de l'homme politique, du politicard même. Pas du politicard, non. Non. Oui, caricature de l'homme politique classique, très Troisième République, et d'ailleurs c'était un radical. C'était un gaulliste en politique étrangère et un radical au titre du radical socialisme en politique intérieure. Et vous dites son deuxième quinquennat, perte de temps totale. Son deuxième quinquennat, au nom de la conviction que la France est éruptive, on ne peut pas dire qu'il y ait eu des réformes bouleversantes. Hein. C'est la moindre des choses. Et vous dites une chose très intéressante, à propos de Chirac, que ceux qui sont bons pour la conquête du pouvoir ne sont pas bons pour l'exercice du pouvoir. Et que Chirac, c'était l'inverse. Ou alors peut-être je me trompe. Non, vous vous trompez. Oui, je me trompe. Chirac était bon pour la conquête du pouvoir et mauvais pour l'exercice du pouvoir. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est une phrase de Chateaubriand. Hein. Ah. Enfin, bien mieux dite, évidemment, que par nous deux. Mais je confonds Minck et Chateaubriand, j'ai bien le droit. Vous et Chateaubriand. C'est une phrase de Chateaubriand à propos de je ne sais plus quel gouvernement de Charles X. Et alors, par exemple, Sarkozy était bon pour la conquête du pouvoir, mais mauvais pour l'exercice? Non, Sarkozy était bon pour la conquête du pouvoir, et c'était un type qui avait une autorité qui lui permettait l'exercice du pouvoir. Alors, ce serait qui l'exemple type de cette phrase de Chateaubriand? De cette phrase de Chateaubriand? Oui. Chirac. Chirac. Et l'exemple inverse?
C'est-à-dire quelqu'un qui est mauvais pour la conquête Ouais. du pouvoir, il ne devient pas président. Hein. C'est comme on Vous dit en pouvez dire maths, que mes un questions sont bêtes aussi. c'est comme on dit en maths, c'est un ensemble vide. Vide. Le type qui est mauvais pour la conquête du pouvoir et qui est à l'Élysée, ça non. Chose C'est un ensemble vide. étonnante que vous racontez, Chirac ne s'aimait pas. Ah, ça, j'en suis convaincu. Pourquoi ? C'est une évidence. Pourtant, il avait un succès, il était Non, obsédé il sexuel. il se méprisait, c'est évident. Il parlait de lui. Il avait une espèce de distance et de mépris de lui-même à certains égards, totalement injuste et injustifié. Il ne croyait pas à son rôle historique du tout. Il y a un côté nihiliste chez Chirac. On dirait que Chirac faisait de la politique comme un jeu. Ça faisait de la politique, vous voyez, Denis Tignac en parlait assez bien. Ce qui est amusant dans la politique, c'est le jeu des élections. On gagne, on perd, on change de camp. Mais il ne croyait pas. C'était un peu. Il aurait pu avoir comme devise la vie comme un jeu, comme des noces sans contrat notarié, du tragique ou du comique. Je crois pas du tout. Non. Je pense que comme un sport, peut-être. Comme un sport, voilà, comme un Oui, sport. c'est pas la même chose, un sport et un jeu. Parce que dans un sport, il y a une discipline. Oui. Une discipline qui peut être exigeante. Oui, la politique était un sport pour lui. Alors, pardon, vous dites 5 actes l'ont fait rentrer dans l'histoire, quand même. Le Veldiv, le refus de la guerre en Irak et le refus d'alliance avec les FN. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots de ces 3 actes ? C'est pas 5, il y en a 3. Oui, 3 actes. Oui. Écoutez, sur le discours du Veldiv, c'est qu'il a mis fin à l'hypocrisie absolue qui a été reprise par Mitterrand et qui a été... reprise par Zemmour aujourd'hui. Oui, mais enfin, on parle des gens qui ont été présidents, donc je pense que c'est pas nécessaire de poursuivre la série jusque-là. Je pense que c'est mettre fin au mythe que la France était à Londres et que l'État français n'engageait en rien la France. C'est-à-dire, la situation de la France n'était pas celle de la Hollande. L'État français existait. Il avait fait l'objet d'accords juridiques avec les Allemands. La France n'était pas dirigée par les Allemands. Elle était, évidemment, la main était très lourde. Donc, il a mis fin à une hypocrisie fondatrice. On peut même penser qu'il est peut-être allé un peu loin par une phrase, quand il a dit « la France a commis l'irréparable ». Parce que si la France était à Vichy et a commis l'irréparable, ça veut dire que la France n'était pas à Londres. L'État français a commis l'irréparable. Dire que c'était la représentation intégrale de la France, je pense que c'est très discutable. Je crois qu'il est allé, pour mettre fin à l'hypocrisie gaulo-mitterrandienne, il est même allé un peu loin. Mais néanmoins, il a fait progresser par rapport à notre mémoire incroyablement et à nos hypocrisies la société française. Il dira qu'il avait raison. Bien sûr qu'il avait raison. Mais ce qui est très intéressant, quelqu'un a assisté à sa dernière conversation avec George Bush. Et Chirac dit à Bush, « Toi, tu ne les connais pas. Moi, je les connais. J'ai fait la guerre en Algérie. Je te dis, il ne faut pas y aller. » C'est intéressant de voir que sa position sur la guerre d'Irak était ancrée dans son expérience de lieutenant en Algérie. Et enfin, c'est vrai que Chirac a tiré un cordon sanitaire vis-à-vis du Front National extrêmement ferme et extrêmement strict, alors qu'une bonne partie de ces barons, de certains d'entre eux, type Pasqua ou autres, étaient prêts à des accommodements. Oui, et de façon assez étonnante, Mitterrand et Chirac et Le Pen se haïssaient, mais Mitterrand et Le Pen avaient de l'estime pour eux. Je sais même que Roland Dumas et Le Pen, j'ai su par une discrétion, dînent de temps en temps ensemble. Mais ça, c'était des souvenirs, en effet, de ils s'aimaient bien, Mitterrand et Le Pen. Et d'ailleurs, Mitterrand a permis à Le Pen de rentrer à l'Assemblée nationale. Oui, parce qu'ils avaient des solidarités de députés de la 4e République. Même culture, même habitude au respect d'une certaine
politique parlementaire, alors qu'en effet, l'ADN de Chirac était aux antipodes de ce qu'était Le Pen. Il faut lui en rendre hommage. Alors, d'ailleurs, Le Pen disait dans ses mémoires, il se demandait mais pourquoi Chirac a une telle haine pour moi, parce qu'il disait Mitterrand m'aimait bien, tout le monde. Il y avait une haine viscérale entre les deux. Oui, mais parce que Chirac se voulait sur ce plan-là l'héritier de la tradition gaulliste et que jusqu'à nouvel ordre, l'extrême droite, pendant la guerre, après la guerre, pendant sa présidence, a toujours voulu la mort politique et parfois la mort physique de De Gaulle. Évidemment, fondé par des anciens de la... Les fondateurs du Front National, il faut rappeler, anciens Waffen-SS, anciens miliciens. L'extrême droite française. Tixi-Bianco, bien sûr. Oui, mais l'extrême droite est un fleuve souterrain qui viendrait apparaître à certains égards à travers les forces qui sont nées en soutien ou réapparues en soutien de Zemmour. Je peux dire une anecdote personnelle pour Frédéric Zemmour. Pardon ? Une anecdote personnelle pour Frédéric Zemmour, mais on la coupera peut-être au montage car je n'ai pas envie d'être tapé en diffamation. Éric Zemmour a pris comme numéro 4 de sa campagne un monsieur qui s'appelle Jean-Yves Le Gallou. Jean-Yves Le Gallou était un type qui avait fait le club de l'horloge avec Henri Lesquin, qui a été député Front National. Et quelqu'un de très haut placé, qui avait très très bien connu Jean-Yves Le Gallou, en qui je fais totale confiance, m'avait raconté que Jean-Yves Le Gallou, quand il était au Parlement européen, faisait des petits schémas de chambre à gaz sur un papier pour prouver qu'elle n'avait pas existé. Il s'amusait à faire des petits dessins. Faites attention au montage de ne pas y avoir un procès. Voilà. Parce que vous n'avez pas de preuves. Voilà, mais Jean-Yves Le Gallou est quelqu'un, oui, mais Jean-Yves Le Gallou est quand même quelqu'un, il y a des débats qui existent entre Henri de Lesquin et Jean-Yves Le Gallou, il a été d'un antisémitisme grave. Non, mais elle existe, cette extrême droite. Alors en plus, elle vient pour elle, trouver un juif pour taper sur les Arabes, c'est un miracle, c'est un don de Dieu. Hein. C'est drôle, on voit revenir autour de Zemmour toute une vieille extrême droite qu'on croyait oubliée. Absolument. L'extrême droite la plus radicale... partie de la France, là, soutiennent pas Marine Le Pen, ils soutiennent Zemmour. Non, mais le résultat de tout ça, Marine Le Pen est devenue l'expression du populisme de droite. Enfin, de droite et en partie de gauche, hein, puisque au sud, c'est un populisme de droite, les héritiers des rapatriés. Au nord, c'est un populisme de gauche, elle est l'héritière du vote communiste. Donc elle est l'expression du populisme. L'extrême droite, au sens classique dont vous parlez très justement, elle est chez Zemmour maintenant. Mais mon ami Jean-François Kahn disait que Marine Le Pen, qu'il connaissait, n'était pas antisémite, mais que Zemmour était antisémite d'une certaine façon. Oui, d'une certaine façon, oui. Voilà. Bien sûr, oui. Et c'est assez étonnant. Bref, voilà, on en parlera. Alors, Sarkozy, on avance. Vous dites Sarkozy, c'était pas un homme politique, mais c'était un entrepreneur. Oui, c'est-à-dire il était l'équivalent politique de ce qu'est un entrepreneur dans la vie des affaires, dans la manière de creuser son sillon, dans la manière d'être mu par des angoisses intérieures qui sont son moteur, dans la façon d'être finalement extraordinairement libre. Parce que les entrepreneurs sont des aventuriers. Et Sarkozy est un aventurier de la politique. Il l'assume, il en avait les qualités et les inconvénients. C'est un entrepreneur qui, au lieu de s'installer dans le monde des affaires, s'est installé dans la vie politique. Il y a une phrase, il disait... Tu vois, je me faisais chier à des réunions du MP toutes pourries, maintenant je suis avec la plus belle femme du monde. Il y a un côté presque voyou. Et vous étiez un jour à Troyes avec un ami entrepreneur parti de rien, et il disait quelque chose nous lie, toi, moi, à la vie. Nous sommes des bâtards. Et là, vous l'interrompez, vous dites je suis le troisième, et il vous dit non. Toi, tu étais major de Na, duc et prince de France, ou père de France. Pas encore prince. Non, mais Sarkozy s'est toujours considéré comme un bâtard par rapport à la société française. Très profondément. Ce qui en dit long sur le poids d'une certaine société qu'on ne retrouverait dans une situation identique qu'en Angleterre. Est-ce qu'on pourrait comparer dans le caractère, même si Sarkozy a tapis, a des Berlusconi, est-ce que il y a quelque chose de ce caractère-là, de ces gens qui sont un peu des frics, un peu des marginaux sous le masque du classicisme
Non, mais votre comparaison tient. Je veux dire, à certains égards, les trois sont des Tapi, c'était une aventure avortée en politique, mais c'était un entrepreneur qui aurait pu être un entrepreneur en politique, et Berlusconi l'était, indépendamment des grandes différences qu'il pouvait y avoir. Je veux dire, il y a une conscience des choses, des limites, de l'action, une espèce de culture intuitive de l'acte politique chez Sarkozy qui n'existait absolument pas chez Berlusconi. On connaissait l'anecdote que racontait Michel Denisot des soi-disant films que Sarkozy voyait qui étaient encore sous blister. Et là, Sarkozy a publié un livre sur ses lectures. Est-ce que c'est pas un peu, vous qui le connaissez bien, Sarkozy n'est pas un intellectuel, c'est assez étonnant. On a l'impression qu'il veut jouer à l'intellectuel ou qu'il veut s'inventer une idée, non? Ou il est vraiment un intellectuel? Non, il n'est pas un intellectuel. Il est un autodidacte? Il a une relation compulsive à certains pans de la culture. C'est-à-dire, quand il lit Balzac, il est tout Balzac. Quand il regarde des films de Hitchcock, il regarde tous les films de Hitchcock. Donc, c'est une attitude compulsive qui n'a rien à voir avec les jardins à la française de l'esprit qui sont le propre de l'intellectuel. Et ce que vous admirez, parce qu'on a toujours l'impression de Sarkozy agité. Alors ça, c'est le gros truc. Sarkozy agité. Et vous dites, notamment dans la crise de 2008, il avait un calme olympien et Sarkozy est un agité en temps calme et un calme en temps de tempête. Il représente une catégorie humaine dont je connais d'autres représentants, mais dont les noms ne vous diraient rien, qui sont des gens qui ont trop d'adrénaline. Et donc, quand la situation est paisible, l'excès d'adrénaline les rend agités. Quand la situation est agitée, l'excès d'adrénaline est au bon niveau, et donc ils sont calmes et réfléchis. Alors là, on se répète, parce que sur Hollande, vous disiez Sarkozy colérique gentil, alors que Hollande se sympathique méchant. Et oui, ça s'est très bien vu lors de l'intronisation de François Hollande, où il ne l'a pas raccompagné. C'était une goujaterie sans nom. C'était vulgaire. Une fois qu'on a dit tout ça, je ne participerai jamais au Hollande bashing. Oui, d'ailleurs, vous en faites pas dans le Hollande n'a en rien déshonoré la fonction. Et à certains moments très difficiles, il a tenu tout à fait le rôle. Le problème de Hollande, c'est qu'il était bon dans ce qu'il n'avait jamais appris à faire et qu'il était mauvais quand ça correspondait d'une certaine façon à ce qu'il avait appris au Parti socialiste, c'est-à-dire à faire des compromis bâtards de 7h du matin à minuit. Et il y avait aussi le fait que Hollande était un journaliste en politique. C'est-à-dire qu'il a passé son mandat à commander ce qu'il faisait. Christophe Barbier me disait qu'il aurait été un excellent commentateur politique. Mais il aurait été un très bon directeur de la rédaction. On lui a proposé d'ailleurs. Au moment qu'il a été évoqué qu'il le devienne. Il suffisait de le voir au milieu des journalistes pour comprendre qu'il était dans son milieu naturel. Il n'était pas dans son milieu naturel avec les politiques, il n'était pas dans son milieu naturel avec les acteurs économiques, mais les journalistes, c'était l'un d'entre eux. Voilà. Mais est-ce que quand on analyse en permanence et on a un recul de journaliste, de chroniqueur sur ce qu'on fait, on peut agir? Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, moi, oui et non, parce que regardez, Hollande prend la décision de lancer l'opération qui s'appelle Barkhane aujourd'hui, je ne sais plus comment elle s'appelait, Serval, en 2013, en 1 heure. Ouais. Il envoie des troupes et il leur donne l'instruction d'être extraordinairement dur vis-à-vis des terroristes. C'est pas évident, hein. Donc, il était capable de décision, parce que c'était dans un champ qu'il découvrait où il n'était pas prisonnier de ses propres arthritismes. Or, qu'est-ce que vous voulez, quand vous êtes 10 ans premier secrétaire du Parti socialiste, vous fabriquez des arthritismes absolument incommensurables. Et vous dites, alors par contre, vous dites qu'il est un peu imbu de sa personne, Hollande. Vous l'écrivez? Pas exactement cette forme-là. Bon, peut-être j'ai résumé. Non, il a une certaine certitude intérieure. Bon, et puis il a une vertu exceptionnelle. Hollande, c'est quand même un des types les plus drôles qui soient. Mais d'ailleurs, les gens... Et il a réussi à rester drôle après 5 ans à l'Élysée. Et ça,
C'est extraordinaire. Mais d'ailleurs, les gens qui ont un humour ravageur sont souvent des gens assez méchants. Le vrai humour, l'humour est une Oui, mais- frustration, l'humour est une... C'est Bergson qui disait ça. L'humour est une blessure, l'humour est jamais... l'humour J'ai relève pas- de la méchanceté. Je n'ai pas parlé d'humour, j'ai dit drôle. Ah, c'est deux mots différents? Oui, c'est deux mots. Quelle Ce sont des mots différence pour vous? différents. Drôle, c'est plus au premier degré et c'est moins profond. Il est très drôle, c'est-à-dire, mais c'est pas un message subliminal. Dans l'humour, il y a toujours un message subliminal. Macron. Vous dites c'est un aventurier au sens de Malraux. C'est pas un ambitieux, c'est pas un arriviste. Pourquoi c'est pas un ambitieux et pourquoi c'est pas un arriviste? Parce que, et on le verra d'ailleurs quand il aura quitté l'Élysée, ou dans 2 mois ou dans 5 ans, puisque de toute façon dans 5 ans ça s'arrêterait, il continuera le roman de sa vie. Et elle ne s'arrêtera pas à la politique, pas nécessairement. Non, pourquoi un aventurier? Parce que c'est un type qui a un sens du risque et une audace qui sort du champ de la raison. C'est-à-dire partir comme il est parti en 2016. Alors après, bon, comme j'ai souvent dit, il avait signé un contrat à durée indéterminée avec la Providence, ça c'est sûr. Il a eu une succession de chances hallucinantes. Mais justement, partir en croyant à sa bonne étoile, sans avoir de chance, avant que les événements ne décident de le servir comme ils l'ont servi, ça c'est un vrai aventurier, c'est un réflexe C'est d'aventurier. vous qui le présentez chez Rothschild, non? Ou c'est Oui, une rumeur? Non, c'est vrai, c'est moi, on est deux ou trois, oui, à l'avoir présenté. C'est vous qui le présentez. Bon, moi, je l'ai suivi depuis son entrée à l'inspection des finances, oui. Et il vous dit à 30 ans, non, il vous dit au tout début, il sortait de l'ENA, je lui dis je serai président de la République. Vous dites ce n'est pas un ambitieux, mais c'est un habité. Il est habité par quelque chose qui le Oui, dépasse. Oui, il est habité par le Par la roman. certitude qu'un homme peut forcer le destin. Il est habité par le roman de sa vie. Voilà. C'est Laurence d'Arabie. C'est un peu Laurence d'Arabie, tout à fait. Un homme convaincu que son destin est de contribuer à faire l'histoire. Et d'ailleurs, c'était très beau. C'est très étonnant. Les façons dont les présidents fêtent leur victoire. Hollande a fait ça dans un petit truc où il a joué de l'accordéon à Tulle dans une petite salle. Sarkozy, c'était du people avec Johnny et machin. Et Macron, c'était le moment historique. Enfin, tout ça, c'est parce que la ville de Paris lui a refusé le Champ de Mars. Hein. Oui, bon, pardon. Donc, les circonstances ont fabriqué le dessin. Mais Macron en a fait un moment historique. Mais il a voulu il a voulu restaurer la grandeur monarchique de la fonction depuis le début, et il en voulait beaucoup à Hollande de l'avoir abaissé. Vous dites c'est un courageux, même un bagarreur qui aime les corps à corps, les affrontements physiques. Oui, au sens. Oui, c'est un bagarreur. C'est un bagarreur quand il va chez Whirlpool. C'est un bagarreur qui est prêt à discuter avec chaque personne qui l'interpelle. Oui, c'est un bagarreur. Mais bon, ça n'est pas un politique. Vous dites que c'est un dur, mais que c'est un mauvais DRH. Il a une certaine indifférence des hommes, et par exemple le choix de l'oiseau qui avait le charisme d'une huître. Mais la liste des erreurs de casting, comme on dit maintenant... Il y a Colomb aussi comme erreur de casting. Non, mais est hallucinante. Mais ça, c'est normal. Quand les gens ont une propension un peu narcissique, ils ont beaucoup de mal à peser les autres. Alors, c'est un personnage qui a une dimension narcissique, c'est une évidence. Mais il se trompe sur les hommes énormément. Et il ne sait pas les gérer. Et il se fabrique. La raison pour laquelle, moi, j'ai dit que je votais Pécresse, parce que Macron ne pourra pas gouverner s'il est réélu, c'est parce que je pense qu'il a laissé, vis-à-vis d'un certain nombre de gens, se créer des situations antagonistes qui le mettra en situation de dépendance vis-à-vis d'acteurs comme Bayrou, comme Édouard Philippe, et qu'il ne saura pas les gérer. J'ai dit récemment sur une radio moins brillante que la vôtre,
mais plus connu. On ne peut pas être plus bas que chez nous. J'ai dit, le problème de Macron, c'est qu'on ne demande pas à Bonaparte de devenir Talleyrand. Or, la situation politique après les élections législatives exigera un talent politicien. Parce qu'il n'a pas fait un parti, parce que ce parti ne pourra pas lui assurer une majorité automatique. Il a méprisé le jeu politique. Cette histoire de l'ancien monde et du nouveau monde est une machine dramatique à perdre. Il n'y a pas de nouveau monde. C'est pas vrai. Il y a la politique, plus ou moins forte, avec ses règles, ses partis. Bon, regardez cette espèce de protozoaire qui est en marche. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est un parti ? Un parti, c'est une tradition, une histoire, une idéologie, des militants et un chef. Bon. En marche, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'idéologie, il y a vaguement des militants et il y a un chef. Alors, on va finir, on n'a plus que 5 minutes. Quelques questions sur les élections. À propos de Zemmour notamment, est-ce qu'il n'y a pas une complaisance des médias envers Éric Zemmour ? C'est-à-dire que Zemmour a quand même un programme qui est quasiment plus radical que celui du Jean-Marie Le Pen années 80, qui est plus radical que celui de Marine Le Pen, et il avait une émission sur CNews. Il y a une complaisance que les médias ont envers lui qu'ils n'ont pas pour Marine Le Pen. Non, mais il y a à l'évidence chez les journalistes. L'émission, c'est un choix de l'actionnaire. Voilà. Les journalistes, moi je l'ai dit d'ailleurs dans une émission de télé, les journalistes sont face à Zemmour comme des lapins dans les phares de la voiture. C'est-à-dire, ils sont saisis, ils ont peur, ils savent qu'il est meilleur qu'eux, ce qui est une évidence. Et à partir de là, ils sont complètement inhibé, et vous avez raison, il ne le conteste pas au corps à corps. Alors il est très fort, il est beaucoup plus fort que 99% des journalistes, et ils le savent, et donc ils ont peur. Et on a l'impression de plus en plus que Marine Le Pen n'y croit plus, qu'elle fait de la politique. Écoutez, moi, je trouve que quand je vois que dans des sondages de deuxième tour, Macron est à 55, Marine Le Pen à 45, et ça ne perturbe personne. C'est-à-dire penser qu'on va donner peut-être au monde l'image qu'elle peut monter à 45, mais voilà, ah oui tiens, elle était à 44, elle est montée à 45, c'est quand même assez terrifiant dans l'image qu'on Oui, mais alors moi j'ai une question. Et deuxièmement, quand on est à 45, on peut être à 50-0. Ça, moi, je conseille, autant si Macron est au deuxième tour contre Zemmour, je n'ai aucun doute sur le résultat, parce que la gauche votera pour Macron, parce que Zemmour est radioactif. Mais je pense que si le deuxième tour est un tour Macron-Le Pen, je pense qu'il y a un risque réel parce qu'une grande partie de la gauche s'abstiendra. Alors, question, pourquoi dans ce cas-là, tout l'état-major de Marine Le Pen, de Collard, Nicolas B, tous ces gens-là, même tous les journalistes un peu droitards, Valeurs Actuelles, machin, pourquoi tous quittent Le Pen pour Zemmour alors qu'il a beaucoup moins de chances de gagner ? Non, mais parce qu'ils ont intuité la défaite de Marine Le Pen, ils l'ont intériorisé, peut-être à tort, ce que je suis en train de dire. C'est ça, oui, je pense. Et qui préparent le coup d'après. Oui. Au fond, ils ont intériorisé, tous ces types-là, la défaite de Le Pen et la défaite de Pécresse. Et ils croient qu'il y aura ce processus de recomposition de la droite sur les décombres du parti républicain. C'est une évidence. C'est évident. Moi, je crois que le cas de figure est très différent. Si Le Pen est battu si Pécresse est battue au premier tour, ou s'il est battu au deuxième tour. S'il est battu au premier tour, la droite éclatera. Il n'y a aucun doute. Et la partie modérée de la droite rejoindra Édouard Philippe, qui deviendra l'homme fort. L'homme fort dans un contexte où Macron n'est pas rééligible et où il n'y a pas de 49-3 pour gouverner. Chose qu'on n'a jamais connue. Si Pécresse moi je crois que si Pécresse est au deuxième tour, elle gagnera. Si elle atteint le deuxième tour. Mais si elle perd au deuxième tour, je pense qu'à ce moment-là, la droite ne se défera pas et se battra aux législatives et pourra gagner et être en cohabitation. Donc ce sont deux cas extrêmement différents. Donc l'enjeu politique à long terme du résultat de l'élection est très considérable. La droite, pour l'instant, a évité la décomposition symétrique de la gauche, pour l'instant.
elle peut, si Macron est face à Le Pen au deuxième tour, je pense que la droite se décomposera de la même manière. Mais alors, dernière question, qui est peut-être pas très intelligente, mais je la pose quand même. Le Pen, c'est une entreprise. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle divise toujours. Après le deuxième tour, il y a le troisième tour, il y a le quatrième tour, il y a l'initiative. Oui, mais elle a des candidats à présenter, elle a des places à pourvoir au Parlement européen. Zemmour, il va pas faire de législative, il va pas faire de Parlement européen. Mais je suis pas du tout d'accord. Au contraire, vous pensez ? Je suis très impressionné par la manière dont ce type, parti tout seul avec grosso modo un ou deux individus comme soutien, a bâti un appareil. Il n'y a qu'à regarder les images de ces meetings. C'est pas simple d'organiser des meetings. Plus que Marine Le Pen, parce que nos meetings, on ne les voit pas. C'est impressionnant. Et puis c'est organisé. C'est pas seulement la présence. Il a quand même 100 000 membres aujourd'hui de son parti, des gens qui ont quand même payé. Il aura des candidats aux législatives partout. Ah non, je suis très très surpris parce que c'est quelqu'un que je connais bien. On a des débats quand il était journaliste, on en a fait un nombre incalculable. Je le prenais pour un journaliste qui était au fond un loup solitaire. Bon, le loup solitaire, il est en train de fabriquer une armée. Et ça, il faut le regarder et le reconnaître. Et le savoir pour se dire que pour le combattre. Alain Minc, merci beaucoup. Merci d'être venu à notre émission des Clochards Célestes. Merci beaucoup à tous ceux qui ont aidé à la préparation de l'émission. Salut à tous, salut et fraternité.